Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour à tous et bienvenue au podcast Les Dérangeants, enregistré au studio C de l'Université Concordia à Montréal. Je me présente Mathieu Charret, sex symbole et journaliste au Journal des Affaires. Pour ce tout nouveau, tout beau nouvel épisode propulsé par le Mouvement Desjardins, on rencontre l'humoriste, entrepreneur, animateur, chroniqueur qui ressemble à Jésus mais en plus cute, Jay du Temple. Et on se fait un débat sur l'art d'être cheap. Dans notre panel de dérangeants cette semaine, j'ai le bonheur d'accueillir la déesse de la mode et de l'entrepreneuriat, la foudroyante Marie-Philippe Simard de Chic Marie. C'est vraiment bon, ça, Mathieu. C'est bon, hein? Quand même, ça j'ai sent travaillé bien, fort. le niveau à chaque fois. Et également, nouvelle propriétaire du petit chien le plus cute au monde, je pense. Ah non, il hein? gosse. Il a mangé mes souliers. On le voit pas, là, parce qu'il n'y a pas de caméra. Mais Est-ce il que a tu l'as encore? Il a mangé mes souliers. Oh, Fait que c'est rendu un nouveau manteau, ton chien. Et de notre généticien en résidence, le bouillant Étienne Crevier de Biogénique. Salut Étienne. Salut Mathieu, je suis fier de toi. L'été t'a porté conseil. Et de notre côté anglophone, le non moins fougueux Noah Redler d'Arch-Innovation. Bonjour Noah. Bonjour, je veux un intro plus comme Marie. Ouais, la déesse de la mode, Noah Redler. Noah Redler, comme tu dis, comme tu veux, ça fait plaisir. Madame, messieurs, tour de table, coup de cœur, coup de gueule cette semaine. Étienne? Mais je vais y aller avec un coup de cœur, juste pour faire différent, parce que là, j'avais une réputation de coup de gueule. Ouais, ça... je suis pas sûr, là. Non, vas-y. coup de cœur, j'ai eu la chance de voir Barack Obama. Si on se rappelle, en fait, cet été, la Chambre de commerce de Montréal métropolitain avait invité Barack à venir en conférence. Puis, grosso modo, c'était vraiment un bel événement. Le gratin était là. Tu sentais que tu devais être là. C'était vraiment... Mais c'est sa façon de vulgariser le problème des changements climatiques. Il disait, on n'est même pas en train de débattre de la solution. On est juste en train de débattre de si on veut s'acheter du temps. Tu sais, comme pour que les générations futures trouvent une solution quand on va l'avoir. Puis c'est le même principe en innovation, en entrepreneuriat. On a le même problème pour quand on vend la génétique. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire que ça va guérir un cancer. On est juste en train de dire, tu veux-tu t'acheter du temps? Puis on a tendance à acheter le bébé avec l'eau du bain tout le temps parce qu'on dit, ah, mais c'est pas parfait. Ça sera jamais parfait. Par définition, l'innovation n'est pas parfaite. Donc, j'ai vraiment aimé ce que Barack avait dit là-dessus. Puis, malheureusement, Michel n'était pas là. J'étais bien déçu. Il y avait Michel Leblanc. Noah, est-ce que tu crois au changement climatique? C'est quoi ça? J'ai mon paquet de styrofoam que je vais mettre dans les déchets prochainement. Il fait froid à Montréal, fait que le changement climatique n'existe pas. C'est ça, c'est où le chauffage. As-tu un coup de gueule contre Étienne ou un autre coup de gueule ou coup de cœur? Ben, on va voir si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule, mais c'est un peu de autopromotion pour moi. J'ai embauché ma deuxième employée. Oh, alors, c'est un coup de cœur, je suis très excité, mais un coup de gueule parce que j'ai tout ce stress à payer quelqu'un et de gérer quelqu'un et je ne sais pas quoi faire, alors on verra. Petit conseil, Noah, dis jamais excité et employé dans la même phrase. Étienne a déjà eu ce problème-là, puis c'est encore compliqué. C'est pour ça qu'ils doivent revenir au mois de mai pour son coup de cœur. Marie, coup de gueule, coup de cœur? Je sais pas si coup de gueule, coup de cœur, mais dans cette période-ci, on est en fin d'été, les gens sont comme contents d'acheter des vêtements. Fait que comme c'est super populaire, là, nous autres, on travaille beaucoup. Mais là, on travaille à un point où je suis tellement fatiguée que je suis comme constamment un peu buzzée. Fait que je sais pas si c'est un coup de cœur, je sais pas si c'est un coup de gueule, c'est un peu mon émotion. Puis tu consommes quoi? Rien, c'est bien fascinant. Mais en quoi Wow. c'est différent d'habitude? Non, c'est vraiment pire que d'habitude, c'est ça le problème. Fait que c'est peut-être le bébé chien aussi. Ah, c'est pour ça que tu t'es rendu à McGill tantôt les conférences. Je suis à l'UDM, je suis comme, voyons les gars, vous êtes où? C'est long marché aussi, la colline, là, tu sais. Ben, merci tout le monde. On se fait une courte pause puis on revient avec l'un des humoristes les plus occupés au Québec, Monseigneur Jay du Temple. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants.
À l'école de gestion John Molson de Concordia, nous formons la prochaine génération de propriétaires d'entreprises et de gens d'affaires. Nous offrons plusieurs cours, dont un certificat de 2e cycle en entrepreneuriat. Pour plus d'informations, concordia.ca/GCE. Bonjour, je me présente Alexandre Mency, cofondateur de Mango Software. Aujourd'hui, je rencontre Réal Leclerc, expert en solutions chaîne d'approvisionnement chez Desjardins. On va parler flux de trésorerie pour les entreprises en forte croissance. Bonjour Réal. Bonjour Alex. Réal, quand on est en forte croissance, la gestion du cash, ça peut être problématique. Effectivement, c'est vrai. Par contre, il y a un produit qui pourrait être très intéressant pour ta croissance. Ça s'appelle l'affacturage. C'est un complément du financement traditionnel. C'est ce qu'on appelle du prêt sur actif. Par exemple, là, tu factures le 19 mai, tu nous vends la créance le 19 mai et tu vas avoir ton argent dans ton compte de banque à 4 heures le 19 mai. Réal, c'est-tu un produit qui est accessible? Faut-il que je produise des documents? Ça peut être aussi rapide que 2 semaines, 3 semaines. Donc, pour les entreprises qui sont en pleine croissance, l'affacturage permet d'accélérer les liquidités. Ça libère des liquidités pour payer les employés, payer les fournisseurs. Les dérangeants. L'entrevue de la semaine est une présentation de Millésime Up, la nouvelle division du groupe Millésime dédiée aux besoins de recrutement des startups. Pour en savoir plus, visitez millésimeup.com. De retour dérangeant avec Marie-Philippe Simard, Étienne Crevier, Noah Redler et surtout un invité très spécial, Jay du Temple. Salut Jay. Hey, salutations groupe, merci de me recevoir, c'est très apprécié. Ça fait plaisir. Que dire de Jay du Temple? Il y a une belle énergie, un joli minois, mais comme moi, il est beaucoup plus qu'un corps de rêve. J'aime tellement ça parce que, tu vois, toi, tu assumes ce côté-là. Moi, je peux pas m'auto-proclamer sexe symbole. Les gens vont faire « Hey, es-tu de la merde, ce gars-là? » Donc, Jay, 25 ans, diplômé de l'École nationale de l'humour en 2013, humoriste, chroniqueur à Code G, Codef, à Urbania. Tu es un peu aussi le nouveau Joël Legendre, plus que tu animes la nouvelle mouture d'Occupation Double. Moi, j'aime dire PY, Pierre-Yves Lard. Moi, j'ai plus les mêmes chemises que Pierre-Yves. Jay, tu as autoproduit ta première tournée baptisée Mini Tour du Québec avec ta sœur Laurie. Première question, qu'est-ce que ça t'a appris sur la business de l'humour? C'est une business? Oui, c'est une business. Je pense que n'importe quoi où il y a de l'argent, il y a une transaction et tout ça, on peut appeler ça une business. Ça m'a appris juste, en fait, l'utilité de... C'est le rôle du producteur, en fait. Okay. Donc, le producteur en humour, ce qu'il fait, c'est que c'est lui qui investit l'argent, c'est lui qui avance l'argent. Donc, quand on a des salles à louer, quand on a du gaz à payer pour se rendre, quand on a une vanne, une première partie à payer, tout ça, c'est le producteur, normalement, qui joue ce rôle-là. Et moi, ce qui est arrivé, c'est que tout ça a commencé avec mon Club Soda en septembre 2016. Qui s'est rempli pour ma fête. Et à ce moment-là... À ta fête, hein? À ma fête, ouais. C'était mon cadeau de fête. Je travaillais. Club Soda. Exactement. Et ça a été une magnifique soirée. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que ça s'est rempli. À ce moment-là de ma vie, quand je l'ai booké, c'était ambitieux. Quand même, quand je disais aux gens, tu sais, j'allais booker au mois de mai 2016, quelque chose comme ça, et tout le monde était comme, dude, t'es fou là, de faire le Club Soda, tu feras jamais ça. Et c'était ambitieux, mais réalisable, et finalement, aujourd'hui, tu vois, tout le monde est comme, ah, ben, c'est sûr que tu l'as fait, ben oui, ça laisse faire. Mais c'est facile aujourd'hui de dire que c'était facile à faire, mais une fois que tu l'as fait, là, on dirait que tout est possible. Puis, tu vois, cette année, j'attaque le Métropolis pour ma fête. Et dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai vu que le Club Soda s'est rempli, là, tout le monde s'est mis à me demander, bon, what's next? Qu'est-ce que tu vas faire? T'sais? Ça sent belle. Exactement. Oui, ça s'en vient. On est en train de travailler là-dessus. Marie, je te paierai une loge. Ça va être l'année prochaine. Parce que les loges acceptent les chiens. Non, s'il vous plaît. Mais ça va être une loge où il n'y aura pas de souliers. Alors! Mais là, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que je me suis dit, les gens m'ont dit, ah, tu refais-tu le Club Soda? Et ça, je fais pas tout de suite. Et ça faisait un bout de temps que je voulais aller à Québec faire mon spectacle et tout ça. Fait que là, finalement, j'ai ciblé 8 villes du Québec où j'ai joué un peu plus souvent. Et je me suis dit, j'ai trouvé des petites salles. Fait qu'aller à Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu, aller jusqu'à Baie-Comeau, Val-d'Or. Et là, on a booké ça. Et quand je l'ai annoncé, à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire le mini-tour pour me pratiquer parce que j'étais habitué de faire des 15 minutes, des demi-heures. Et là, faire un one-man show, c'était 1h30. C'est vraiment comme si un sprinter se met à faire des marathons. C'est pas du tout le même training. Et moi, je le voyais vraiment comme ça. Fait que je me suis dit, ben, me pratiquer à le faire avant de demander aux gens plus d'argent pour venir voir ça. Techniquement, je suis un beginner. J'ai fait ça une fois, c'était au Club Soda. Donc, et là, finalement, ça s'est rempli partout. Sell the dream. Et là, j'ai fait, OK, dans le fond,
c'était très direct comme lien. J'ai invité mon public à venir voir le show. Ils ont acheté des billets, ils sont venus. Fait que j'ai pas eu à passer par personne d'autre. Et là, c'est là que moi, ma soeur, on a fait « Ah, mon Dieu, mais là, on est plein partout. Ben là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on va ajouter des dates. » Et là, entre-temps, on a eu des offres de producteurs. Puis là, ben, la question que je leur ai posée, que j'avais jamais posée avant, c'est de dire « Ben, qu'est-ce que tu pourrais m'offrir de plus que je suis pas capable de m'offrir en ce moment? » Puis souvent, la réponse était comme « Ah, ben, tu sais, nous, on a un historique avec les salles. Tu sais, ben, c'est le lien avec les salles. Nous. » Puis je suis comme « OK, mais nous, on est en train de le développer. Ma soeur, elle appelle. Quand j'arrive là, les salles sont super contents parce qu'on a vendu nos billets. Ma soeur est polie et courtoise, donc elle les envoie pas chier. Fait que quand j'arrive, c'est comme « Ah, bon, il est fin. » Et donc, tout le monde est content. Fait, et chaque salle qui nous accepte une première fois, une fois que le lien est fait puis qu'ils voient le show, à chaque fois, je suis débarqué de scène puis en fait, hey, c'est quand tu reviens, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK, mais ça, le lien avec les salles, on est en train de le développer, puis la plupart des salles sont bien open. Fait que, what else? Puis là, il fait, ah, ben, de l'argent. Puis c'est là qu'Occupation Double est arrivé dans ma vie et que ça a penché dans la balance, sincèrement, dans ma prise de décision, de dire, ben, si je veux vraiment. Parce que moi, ce que je faisais, c'est que chaque show me permettait d'en faire 3, 4, 5 autres. Dans le fond, l'argent que je faisais avec un spectacle, je le réinvestis dans la tournée, donc je le mets pas dans mes poches. Je l'utilise pour louer d'autres salles. C'est pour ça que t'es en T-shirt. C'est pour ça que je suis en T-shirt et que j'ai pas de culotte. Je m'excuse. Hein? Et dans le fond, fait que c'est ça. C'est là que je me suis mis à OD dans ma tête. C'est l'argent qui me manquait peut-être pour possiblement financer ma tournée. C'est sûr qu'on vient au dé, mais je veux qu'on parle du rôle du producteur. Certainement. Es-tu en train de nous dire que ça sert absolument à rien? Ben, tu vois, je suis invité sur un podcast d'entrepreneurs. Visiblement, j'ai ce côté-là en moi. Ouais. Ma sœur aussi. Ma sœur a racheté les entreprises de mes parents avec son mari. Elle gère ma carrière avec moi. Mes parents ont une entreprise qui est le domaine Saint-Jacques, un vignoble. Donc, ça coule dans nos veines chez nous. Fait que t'es comme un bon vin, finalement. Je suis un excellent vin. Un pinot noir de Saint-Jacques-le-Mineur sur la 15 Sud, sorti 29. Merci pour la bouteille, d'ailleurs. Et donc, je pense que je dis pas qu'un producteur est pas nécessaire. Je dis juste que moi, c'est un rôle que j'aime jouer. Évidemment, c'est beaucoup plus de travail. Parce que là, c'est moi qui dois dire à Laurie, OK, mais on va aller là, on va faire ça. Tu sais, le Métropolis, c'est mon idée. Le c'est de la liberté, par exemple. C'est de la liberté, absolument. Mais la liberté, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est ce que j'aime aussi de ça, parce que je choisis les salles où je me produis. Je choisis du matériel que je fais aussi. Il n'y a pas de producteur qui va me dire, ouais, ta petite joke d'Harry Potter, là, tu vas m'enlever ça tout de suite. Ils peuvent te dire d'enlever des jokes? Ouais, ben ça dépend des producteurs, ça dépend de l'artiste. T'sais. La plupart des producteurs, c'est des chic types ou des chic dames. Chic Marie. Regarde, le gars, il plug tout le monde! Mais souvent, il y en a aussi qui ils vont te le dire si, ouais, ça m'est, techniquement, la personne qui investit, il y a un mot à dire aussi. Mais j'imagine que vous apprenez ça à l'école de l'humour de toute façon. Non, mais c'est ça qui me surprend. Ben, en fait, peut-être que ça change parce que quand même, les cours à l'école de l'humour évoluent rapidement. Donc, tu vois, moi, quand j'étais à l'école de l'humour, j'avais un cours sur les médias sociaux. On nous parlait de Twitter et Facebook. Puis, j'étais allé faire un cours sur Snapchat pour aider. Et maintenant, c'est Pélep, le gars de Petit Gamin, qui donne ce cours-là à l'école de l'humour. Cool. Donc, ça change. Louise Richer fait bien son travail quand même. Il travaille là-dessus pour que ça évolue. Mais non, moi, la production du show, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris à l'école. Puis ça me surprend vraiment parce que c'est ça qui arrive, c'est que je trouve que le rôle du producteur, des fois, c'est de garder un peu le flou aussi, de dire « Non, t'as besoin de nous autres, mon gars. » Puis là, c'est faire « Ben, je peux-tu voir les papiers ou voir l'argent? Pourquoi? » C'est assez simple, un show d'humour, c'est des additions, des soustractions. Combien ça coûte? Combien j'ai besoin de vendre les billets? Combien il y a de place? Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que tu disais justement, je travaille sur l'affiche, je travaille sur mes jokes, sur la manière dont je m'habille. C'est comme un produit. Fait que tu sais, t'as le marketing, t'as les ressources humaines, t'as la comptabilité dans tout ça. Absolument. Puis justement, la place de Juste pour rire au Québec, qui a déjà des départements et donc ils le font pour tout le monde ou pour beaucoup d'humoristes, ça crée pas justement une unicité dans le domaine où est-ce que finalement l'humour est tout pareil? Ben, peut-être que c'est de là que ça vient. Les boîtes de prod, mais tu sais, moi, je mets pas la faute nécessairement sur personne. Je trouve juste que la job d'un artiste, c'est ça, c'est de créer. Puis dans ma tête, des entrepreneurs, c'est des gens qui créent aussi. Tu peux être créatif même si tu es comptable. Fait que moi, c'est juste que je crée des jokes, je crée des shows, je crée des concepts, je crée des shows télé, whatever. Fait que
Ça dépend à quel point tu veux être impliqué là-dedans. Il y en a qui veulent juste être auteurs et c'est bien correct. Ils deviennent des ouvriers puis ça fait partie du travail. Tu sais, moi, quand mes parents, tu sais, mon père a un vignoble, mais ça prend du monde qui travaille dans le champ pour faire du bon raisin pour qu'on puisse le vendre, le vin. Tu sais. Fait que je pense que ça dépend de l'implication. Mon père, dans sa business, il aime autant travailler dans le champ que de vendre la bouteille. Tu sais. Puis en même temps, tout le monde est utile dans le business. Tu sais. S'il n'y a pas de tech de son, moi, j'ai pas de job. Tu sais. Mais en même temps, s'il n'y a pas d'humoriste, tout ça, le festival n'existe pas. Fait que moi, c'est un peu là l'idée de dire, je blâme pas personne. Je trouve juste que. T'sais, on est en retard un peu sur comment ça marche ailleurs. Ouais. Puis c'est là où ce que je trouve que en ce moment, les meilleurs shows d'humour se passent au Québec, se passent au Bordel Comedy Club. Et c'est la version la plus pure de stand-up. Il n'y a pas de musique d'entrée, il n'y a pas de musique de sortie. C'est du stand-up. Voici un tel, voici une telle, applaudissements. Hey, bonsoir, ça va, puis on part. T'sais. C'est à l'américaine un peu. C'est à l'américaine, mais c'est là que ça vient le stand-up. Puis aussi, tu vois, en même temps, nos galas, des fois, ça donne des merveilleux. Tu sais, moi, mettons, cet été, j'ai fait le gala de Phil Roy à Québec. Mais tu sais, de la manière que ça s'est fait, j'avais pas envoyé de texte. Phil, j'ai fait comme crime, on fait un gala pour les moins de 35 ans. Comment ça se fait que t'as pas envoyé de texte? Je savais pas que ce gala-là existait quand ils ont demandé d'envoyer des textes. Ben, j'ai juste fait, OK, ben, t'as-tu un numéro pour ça? Ouais, certain. Hey, j'étais allé au Bordel, Phil, puis l'auteur du gala sont venus voir le number. Je suis débarqué de scène, ils ont fait ça fit, viens-t'en. Puis c'est pour ça que je suis tellement heureux de l'avoir fait comme ça parce que c'est supposé d'être comme ça. Fait que vous entraidez, il y a une camaraderie, une fraternité entre les humoristes qui poussent tous vers le haut. Absolument. Il y a compétition parce que vous compétitionnez contre le même budget dans la poche du client, finalement. Ben, tu vois, je pense qu'il y a une grande fraternité. Mettons, le Gala des refusés, ça part en 2015. On était 7 gars. Ça a donné que cette année, on était que des gars. Décidés entre gars, hein? Mais les 7, on s'était fait refuser aux auditions. Les filles avaient toutes été prises parce qu'elles étaient trop bonnes. Bonne réponse! Et dans le fond, j'avais vu que ça avait beaucoup affecté les gars de ne pas avoir été pris, même pour les auditions, pour défendre nos numéros. Et de là, l'idée du Gala des refusés est arrivée. Donc oui, il y a une fraternité. Moi, quand j'ai eu l'idée, évidemment, j'ai amené mes chums avec moi. Après ça, à ZooFest, ma première année ZooFest, c'est 2014. J'ai fait un 2 fois 30 minutes avec Catherine Levac. Ma première partie en ce moment, c'est David Bocage, qui est un de mes amis que je veux donc aider. Fait qu'évidemment, quand je suis au Métropolis, ben, j'ai invité Dave Bocage à ouvrir, j'ai invité Adib à ouvrir, puis Sam Breton à ouvrir. On est plus que pas assez parce que pourquoi je vivrais ce trip-là tout seul, tu sais? Fait que oui, il y a beaucoup de fraternité. Évidemment, quand il y a quelqu'un du lot qui pop plus rapidement, tu sais, Catherine Levac, quand ça a explosé ses trucs, des fois, elle se sentait pas bien dans certaines loges parce qu'elle sentait une jalousie. Je l'ai vécu aussi il y a pas si longtemps, mais rapidement, ça passe. Okay. Tu sais, à un moment donné, on est tous là pour juste faire des jokes. On a toutes les mêmes angoisses. Puis on s'entend, c'est juste des jokes. Là, fait que, il y a personne qui meurt. Il y a de la compétition, oui, mais je pense qu'il y a plus de fraternité que de compétition. Souvent, c'est quand tu sais pas comment ça marche, c'est facile de pas trop t'en faire avec ça. Maintenant, je sais, chaque show, je sais combien ça me coûte. Je sais exactement, puis... Tu sais, mettons, j'étais allé à Bécomo, puis tout le monde était... Je faisais une salle de 100 places là-bas. Là. C'est pas... Mais tu chargeais 20 000 là. Non, c'est ça. Ils m'ont eu pour vraiment pas cher. Puis je faisais pas d'argent. J'avais ma première partie, j'avais mon directeur de tournée, j'ai payé des repas, j'ai payé le gaz. La bière. La bière, voilà. Marie, c'est très important. Mais on n'est pas drôle à jeun, là, tu sais. Mais souvent, les humoristes, beaucoup d'humoristes me disaient, ben voyons donc, tu vas descendre à Bécomo pour un show, tu sais. Puis je suis comme, moi, dans ma tête, tout ça, moi, je vais faire des jokes jusqu'à ma mort, tu sais. Fait que moi, dans ma tête, tout ça, c'est un investissement. C'est de dire, ouais, là, aujourd'hui, je fais une salle de 100 places, puis je vais revenir peut-être avec 50$ dans les poches. Mais dans un an, même pas, on l'a déjà booké. Je fais la grosse salle à Bécomo, puis probablement que ça va se remplir parce que j'étais allé à Bécomo 4-5 fois, plus que les autres, faire des shows dans des petites salles, puis le mot se passe, le bouche à oreille, c'est fou comment ça marche en humour encore aujourd'hui. Simon Leblanc en est la preuve. Simon Leblanc a fait aucune promo. Il y a un producteur qui est Faneuf, qui est un excellent producteur. Donc, lui, il a investi le peu d'argent qu'il avait à investir. Mais Simon a commencé dans une salle devant 6 personnes. Puis il a réussi à y remplir Albert Rousseau maintenant. Fait que... Je t'écoute, puis la métrique que tu as l'air d'utiliser, c'est le nombre de billets vendus. Tu sais, puis on disait Louis-José Hood, par exemple, a vendu quoi? 350 000 billets? Il a tapé le million, là, on le sait. En carrière? En carrière. Mais tu sais, parce que moi, tu me parles comme entrepreneur, tu dis, hey, j'ai vendu 100 000 unités ou j'ai vendu, tu sais, je fais 3 millions de ventes.
Ouais, mais si ça t'a coûté 2,999 millions faire tes ventes, comme c'est pas une bonne business. Fait que vous parlez souvent en place, mais en rentabilité, tu fais-tu du cash en humour? Mais tu vois, moi, je pense que c'est là peut-être que même en posant ta question, tu m'as comme allumé. Je pense que ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai ouvert pour d'autres humoristes qui comprenaient pas. Tu sais, il y a bien du monde qui font comme hey, j'ai vendu tant de billets, puis j'ai pas fait d'argent. Puis moi, je suis comme, mettons, il y a du monde que je sais qu'ils ont dit hey, nous, là, pour ta tournée, on vise 25 000 billets. 25 000 billets, c'est une petite tournée au Québec. Mais ça va, je pense on s'en va vers là. Des petites tournées, des petites salles, mais rentables. Mais dans le temps, encore aujourd'hui, faire une tournée de 25 000 billets, c'est pas rentable. Parce que souvent, ça coûte cher. C'est la pub télé, la pub radio. Exactement. C'est la pub, pas juste télé, les panneaux publicitaires et tout ça. Et ce qui arrive, c'est que souvent, les producteurs, tu sais, les artistes ont changé, mais les producteurs, les décideurs, les diffuseurs aussi n'ont pas changé encore. C'est encore la vieille école. Fait que c'est comme, non, on le faisait avec Michel Courtemanche, ça marchait. Avec Michel Courtemanche, je fais plus ça, tu sais, depuis plusieurs années. Ça a changé. Moi, les gens, c'est ça qu'ils ont vu. Ils ont fait comme, ben voyons donc, comment ça se fait que ça marche? Mais toi, ça a marché parce que tu as beaucoup de followers sur Facebook, des trucs comme ça. Fait que tu as un public déjà que tu peux mais reste que, tu vois, si on recule à ZooFest 2015, j'ai fait 19 représentations au festival dans une salle de 50 places qui est minuscule. Je le faisais pas pour l'argent au départ, puis veux pas, tu sais, faut qu'on paye les comptes, puis tout ça, mais reste que j'en ai fait de l'argent, c'est sûr. Si tu fais 19 shows, tu vas en faire, en quelque part, tu vas en faire de l'argent. Fait que c'est là où ce que je fais, oui, à ce moment-là, je n'avais pas de followers, puis j'ai réussi à faire le show 19 fois. Puis les gens se rappellent, quoi, il a fait 19 représentations? C'était écrit en dessous, ouais, c'était une salle de 50 places. Mais les gens voient le 19 représentations. Fait que c'est là où ce que, aussi, j'ai vu des producteurs, des fois, faire, hey, on vise 25 000 billets. Parfait. Excellent. Et là, il atteint, hey, il a vendu 30 000. Hey, dans le fond, je suis content comme artiste, j'ai topé ça. Ouais, non, on n'est pas content. On n'est pas content. On n'a pas rentré dans de l'argent. Mais ce qu'ils visaient était pas rentable. Puis moi, c'est là que j'ai fait, mais il me semble que c'est relativement... vise quelque chose qui va être rentable. Ouais. C'est là que j'ai pas compris. Puis c'est là aussi où je me suis mis à le faire moi-même, un peu, d'après moi, inconsciemment. Puis ce qui est arrivé, c'est quand j'ai vu que le mini-tour s'est mis à sold out partout, ben j'ai fait, on va continuer jusqu'à temps que ça fasse plus de sens. Puis ça en fait encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça que maintenant, je me suis lancé le défi de faire... Je me suis assis avec ma soeur à un moment donné quand on s'est mis parce qu'on se book tellement d'avance. Les choses bookent vraiment. Tu vois, là, on a booké en mai 2017. On a booké une option sur octobre 2018 au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. T'es sérieux? Possiblement pour une première. C'est pas encore le Centre Bell, mais c'est correct. Le Centre Bell, on le vise pour le 2020. Si M. Evenko est à l'écoute. M. Monson. Ça va être Occupation 2 pour Madagascar. C'est ça. Les grilles de badass, le côté badass est toujours dans ma tête de dire comment je peux faire les trucs un peu différents. Parce que tout le monde, c'est pas long, là, les salles au Québec, tout le monde, dans ma vraie tournée, m'a ramassé à faire les mêmes affaires que tout le monde. Fait comment je peux, avant de tomber dans la grosse ligue, faire les choses un peu différemment pour attirer l'œil, faire ben voyons donc que ce gars-là fait ça, tu sais. Puis je trouve que ça aide. Ça fait parler parce qu'on va dans des sentiers un peu moins battus. Puis c'est là, je trouve que peut-être que ça fait... C'est probablement pour ça que je suis ici aujourd'hui, tu comprends? De parler de ça. Tu sais, le devoir s'intéresser à moi, les affaires, tout ça. Fait que c'est là où ce que je fais, I guess que jamais un humoriste s'est mis dans cette situation-là. Fais-tu un peu de fake it until you make it? Absolument. Tellement. Moi, la première fois, j'ai entendu cette expression-là à l'école de l'humour et ça m'a rentré dans la tête, mon gars. Et il y a complètement ça. Il y a une espèce de fierté de... Ouais, non, ça va bien. Oui, ça va bien. Certain. Non, écoute, Club Soda, pas inquiète pas tout. Crave des nerfs depuis 2 semaines. Ça va bien! He's gonna make it. Question, on peut pas te laisser aller juste sans parler d'Occupation Double, c'est sûr. T'as joué dans Like Moi. Ouais. Tu faisais un pastiche Occupation Double un peu qui s'appelait Je choisis Jonathan. Ouais. C'est pas un petit peu ironique après d'accepter Occupation Double? Moi, je le vois pas. Ben oui, il y a de l'ironie là-dedans, absolument, absolument. Mais moi, je trouve ça encore plus le fun d'avoir commencé en faisant une parodie de ce que je fais maintenant. Tu comprends? Parce que ça montre à quel point... moi, je me prends pas vraiment au sérieux, là, malgré le fake it till you make it. Là, tu le fake, tu te prends pas au sérieux. Mais non, en fait, c'est ça. Je me prends la business sérieusement, tu te prends juste pas au sérieux. Exactement. Ce qui fait que... mais j'y ai pensé très longtemps avant d'accepter Occupation Double. J'ai hésité longtemps. Il paraît que Julie Snyder, il a fallu qu'elle... Mais Julie Snyder, tu vois, elle était tellement convaincue qu'elle me connaissait pas. Moi, j'ai passé l'audition pour un autre show qu'elle produisait, puis je la connaissais pas. Elle était dans la salle d'audition. Puis elle est venue se présenter. Puis quand je suis sorti, elle
paraît-il qu'elle a demandé, tu sais, à l'équipe, OK, c'est qui ce gars-là? Et là, ils ont fait, ben c'est Jay du Temple, c'est un humoriste. Elle s'est mise à checker ce que je fais. Elle a lu Urbania, mes textes. Elle est débarquée à Saint-Lazare, une soirée que j'animais. Elle a fait ses devoirs. Et elle a fait, c'est lui que ça nous prend. Et c'est vraiment... Le seul mot qui me vient en tête depuis que je connais Julie Snyder, puis je la connais pas tant que ça, c'est vraiment go-getter. C'est vraiment une go-getter. Elle n'est pas rendue où ce qu'elle est aujourd'hui parce que... Non, exactement. Ouais. Elle est vraiment travaillante, puis elle sait ce qu'elle veut, puis elle est brillante. Elle connaît la game de la télé. Et moi, au début, j'ai hésité, puis à un moment donné, l'équipe était comme... Ils m'offraient tout ce que je voulais. Puis à un moment donné, ils ont fait, OK, là, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que ça te prend? Puis, un autre zéro. Mais moi, je leur ai dit, à ce moment-là, l'argent n'a jamais été dans la discussion pour moi parce que c'est pas ça qui me faisait hésiter. Ma crainte, c'était de prendre 10 semaines off de stand-up. Ça, c'était ma crainte numéro 1. Et la deuxième, c'était d'être associé à Occupation Double de manière négative. Et j'en ai parlé avec ma famille, j'en ai parlé avec mes amis. Et je voulais beaucoup avoir l'opinion de mon père parce que mon père, le côté entrepreneur, le marketing, et il me connaît extrêmement bien. Et c'est là qu'on a fait, ben tu sais, si je reste moi-même dans ce show-là, je vois pas ce que je perds à le faire. Why not? Exactement. Je pense que j'ai beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Puis, ce qui m'a rassuré aussi, c'est que c'est rendu à V. C'est à Bali, c'est moi qui anime. Fait que déjà là, tu vois un gros désir de la part de Production J à changer l'image du show. Et je pense que la raison pour laquelle ils voulaient tellement que ce soit moi qui anime, c'était pour vraiment clouer cette idée-là dans la tête des gens, de dire non, OD, on s'en va ailleurs cette année, checker c'est qui anime. C'est un funny guy, c'est un gars qui a fait une parodie de ça. Puis ils l'ont mis de l'avant eux-mêmes, tu sais. Fait que, non, moi, je suis. Puis depuis que j'ai accepté, j'avais peur. J'avais hâte que ça sorte. Quand la nouvelle est sortie, ça a été très positif. Évidemment, beaucoup de gens ont fait « c'est qui ce gars-là? » Et là, j'ai dit « Maman, c'est moi. » Elle fait « Ah oui, c'est vrai. » Mais beaucoup de filles ont fait « c'est qui ce gars-là? » Et après ça, ben, et depuis que j'ai pris la décision, je suis extrêmement heureux. Je le regrette pas du tout. Et je me dis juste que à mon retour, moi, 2 semaines après mon retour, je commence à roder mon one-man show avec le Moyen Tour et mes jeudis, vendredis, samedi soir sont bookés à aller jusqu'en 2020 au Centre Bell, Marie. Parce qu'il faut penser long terme comme humoriste. C'est pas juste les prochaines 6 semaines ou quelque chose comme ça. C'est quoi l'effet à long terme? Parce que tu vas revenir année après année. Et exactement. C'est un investissement en temps. Vraiment, vraiment. Puis je pense que les gens... le monde oublie vite aussi. Tu sais, chaque nouvelle roule, ça va vite. Tu sais, fait que... Je pense que moi aussi, c'était important pour moi que ma tournée soit annoncée avant même qu'OD sorte pour que les gens, quand ils me suivent sur les médias sociaux, qu'ils fassent « Ah, OK, il fait des choses, c'est un humoriste. OK, parfait. » Qu'ils soient tout le temps martelés de cette idée-là. Juste pour que... Moi, tu sais, OD, on a fait de la place dans mon horaire pour que ça fitte. Et quand je reviens, je continue à faire des shows. Moi, c'est ça mon travail numéro 1, c'est humoriste. Dis-moi, Jérémy. Yes. Tu veux passer l'audition, c'est ça? On peut-tu faire une passe droite, là? C'est quoi ta coupe Stanley? Parce que rendu là, comme ta carrière est... Le Centre Bell, il l'a dit. Ouais, mais est-ce que c'est le Centre Bell pour un humoriste? C'est non, ça? Ben, c'est quoi la coupe Stanley? L'idée du Centre Bell, si je peux expliquer celle-là avant de répondre à ta question, dans le fond, le Centre Bell, c'est vraiment plus un trip personnel parce que c'est pas du tout une salle si nice pour un public à aller voir un humoriste. C'est pas intime. Le Lion d'Or est 1000 fois plus trippant à faire que le Centre Bell, stand-up-wise. Du moins, moi, les stand-up que je suis allé voir au Centre Bell, j'ai moins trippé. T'sais. Mais je pense que c'est un trip à faire. Puis moi, la manière que je veux le faire, l'idée que j'ai en tête, c'est je veux clore ma tournée au Centre Bell en faisant le défi tête rasée. Très cool. Et ramasser des fonds pour ça. Là, je le dis, c'est pas booké du tout. Là, c'est pas fait. Avoir les cheveux aux genoux. C'est ça, je vais les laisser pousser, faire le show, à la fin du show, me raser la tête et faire le rappel, les cheveux rasés, avoir ramassé les fonds pour ça. C'est l'idée que j'ai en tête. Marie-Philippe. Oui, c'est ça. Marie-Philippe s'engage à être là aussi. Avec mes cheveux. Je les ai coupés, hein. Je les ai donnés pour elle. C'est tellement fin. Ouais, mais donc, on revient. C'est quoi ta coupe Stanley? Mais ma coupe Stanley change à chaque 6 mois, je te dirais. Ouais, absolument. Moi, à chaque 6 mois, je me mets toujours des petits défis comme réalisables, mais ambitieux. Moi, le mot, c'est ambitieux. Je suis pas pressé, je suis ambitieux. Fait que je vois loin, mais je vois quand même haut. Ce qui fait que, moi, mettons, quand je suis sorti de l'école de l'humour, ma coupe Stanley, c'était de faire 3 shows par semaine. Ce qui était ambitieux à ce moment-là, mais réalisable. Après ça, c'était d'animer une soirée d'humour
à chaque semaine. Ce que j'ai fait au Jockey pendant 3 ans. Après ça, c'était d'animer une soirée headline à l'extérieur de la ville. J'ai fait Saint-Lazare, j'ai fait Gatineau. Une fois que ça c'était fait, c'était comme, OK, je veux faire le Club Soda. Je veux faire une mini-tournée. Là, je veux roder mon show. Je veux un show télé. Fait que j'ajoute toujours des trucs, mais je te dirais que le plus loin, moi, ce que je rêve le plus, c'est d'avoir ma propre salle de spectacle. Très cool. Que ce soit un comedy club, un théâtre, mais une salle, d'après moi, pas plus que 500 places. Le temple de Dieu. Tu sais, ou juste... ou juste, je l'aurais appelé le temple, mais je pense que c'est un bar de danseuses à Trois-Rivières. Super place. Hein. Ouais. Un gros merci, Jay, d'être venu faire un tour avec nous. Puis, écoute, s'il y en a qui choisissent Jonathan, nous, on choisit Jay du Temple. Hey, merci tellement de l'invitation. Et félicitations. C'est une expression que je dis souvent, mais là, je le dis très honnêtement. Félicitations pour l'ensemble de votre œuvre, les amis. C'est magnifique ce que vous faites. Vous avez un beau projet. Oui. Merci beaucoup. Donc, on fait une courte pause, puis on parle par la suite de l'art d'être cheap. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération, signée Université Concordia. Bonjour, je suis Charles Beerbrier, entrepreneur en résidence, Banque nationale, pour l'école de gestion John Molson à l'Université Concordia. Une question que les jeunes entrepreneurs me demandent souvent est qu'est-ce qui était mon plus grand obstacle pour partir mon entreprise? Alors pour moi, le plus grand obstacle pour partir mon entreprise était vraiment la phase initiale du démarrage. C'était un immense projet et j'ai vraiment dû diviser chaque tâche en plus petites tâches, puis les accomplir une par une. Pour plus d'informations, concordia.ca/GCE. Les Dérangeants! Les Dérangeants. De retour au Dérangeant avec Noah Redler d'Archinovation, Marie-Philippe Simard de Chic Marie et Étienne Crevier de Biogénique. Après avoir reçu le nouvel animateur d'Occupation Double, le nouveau Cupidon québécois, on parle de l'art d'être cheap. Donc, madame, messieurs, êtes-vous cheap? Non. Non? Oui. Oui? Marie? Moi, je l'ai dit, hein. Je l'ai dit, pardon. Oui, c'est ça, oui. On t'enregistrait à ton insu. J'en parlais. Moi, je suis pas cheap, mais je négocie en tabac. OK, tu négocies fort, ouais, pas mal, toi. pas mal, okay. pas mal. Donne-moi un exemple. Tout, partout. M'en vais à l'épicerie, négocier banane. Tu négocies banane? Ça se fait. T'es chez Sport Expert, là, je t'en donne 110 $. Des raquettes de tennis, 2 piastres. Fait que c'est toi la fatigante après que j'attends à l'épicerie. C'est ça. la classe. Okay. Non, mais je négocie. Puis je faisais pas ça, hein. C'est drôle, on peut en parler, mais je faisais pas ça au début. Au début, je négociais pas en tout. J'étais comme, OK, tu veux me charger $1 million pour ça? Pas de problème. Mais là, finalement, je négocie plus. Mais j'imagine qu'il y a des bons puis des mauvais cheap. En fait, il y a des bonnes dépenses puis il y a des mauvaises dépenses. C'est quoi des mauvaises dépenses quand on se lance en affaires? Ben, en fait, moi, je vais être très honnête, là. Je pense que quand je me suis lancé en affaires, j'étais naïf. Okay. Puis je pensais que tout le monde voulait m'aider. Puis j'ai dépensé en fait, le premier 20 000 $ de la compagnie, il est passé en bureau d'avocat. Puis sans rancune, Marie, je sais que tu es avocate, mais ça a été Blake's qui ont dit « Ah oui, mais tu as besoin d'une incorporation avec un livre des minutes. » 20 000 mais 10 000 là-dessus, puis un autre 10 000. Mais finalement, puis là, il m'avait dit « Ah, incorpore-toi, fais ton... » Je recommence. Il m'avait dit « Fais ton incorporation sous la loi québécoise, finalement canadienne. » Finalement, on est retourné sur la québécoise. Puis sincèrement... En Chine, aux États-Unis. Exact. Puis non, sincèrement... Du bon cheap, je pense que c'est ce qui est focus sur le plan. Puis quand t'es pas dans le plan, fuck off, tu dépenses pas une scène, puis tu négocies tout. Parce que tout ce qui est à accélérer ton plan, go for it. Mais moi, les bureaux d'avocats, les bureaux de comptables, sincèrement, j'ai dans le cul. Mais c'est drôle parce que la littérature dit souvent que les dépenses à faire, là, qui sont les plus importantes, c'est justement ça. C'est la comptabilité, qu'elle soit la plus saine possible et non pas créative, là, et les bureaux d'avocats. D'avoir un bon avocat, c'est assez crucial, en fait. Est-ce que c'est un mauvais choix de bureau, Étienne? Ben, mon père m'a toujours dit, il n'y a rien qui coûte plus cher qu'un avocat qui coûte pas cher. Okay. Fait que ça, je suis d'accord sincèrement avec ça. Mais par contre, est-ce que tu as besoin de la Cadillac pour quand tu pars en affaires ou une Honda Civic fait la job pour te rendre du point A au point B? Puis souvent, le problème des entrepreneurs, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on a besoin. Marie, t'es avocate? Oui, mais ça coûte cher. Moi, je ne me serais pas engagée. Disclosure. Ça coûte trop cher? Oui. Mais tu sais, moi, on a parlé de négociation, mais
il y a 6 mois, j'avais besoin de... Non, il y a 1 an, j'avais besoin d'un nouveau cabinet comptable. J'ai voulu aller voir des gros cabinets comptables parce que ça amène une crédibilité, surtout quand tu lèves de l'argent, tu fais du financement. Moi, je peux te faire ça en dessin. C'est ça. Le chien, j'ai une calculatrice. Puis ce que j'ai fait, qui était malin, c'est que je suis allée voir les 4 gros à Montréal. Je leur ai dit, OK, fais-moi une soumission. Puis là, ils m'ont tous piché des chiffres. J'ai dit, gars, puis tout, c'est bien beau, là, mais l'autre me le fait à ça. Là. Pourquoi t'es 2 fois plus... Puis ils ont vrai? tout... Oui, c'était vrai. Des fois, c'était pas vrai. Okay. Mais ils ont tout... Oui, c'était vrai, sauf des fois. Sauf des fois au chalet. Mais ils ont tous mutuellement descendu parce qu'ils veulent les startups. En ce moment, c'est une manne là, pour les cabinets comptables, les cabinets d'avocats. Fait qu'ils ont tous descendu, puis finalement, on a eu un deal qui est vraiment bon, puis qui est encore super bon aujourd'hui. Mais à chaque fois que j'ai quelque chose à faire avec mes cabinets d'avocats, puis cabinets comptables, je refais faire des soumissions. Puis si je vois que c'est trop cher, ça se peut que j'aille ailleurs. Fait que c'est plate pour eux, mais ça fait partie de la game. Puis mais à ça date, prend du temps, par exemple. Fait que c'est-tu une perte de temps, non? Non, c'est vraiment pas une perte de temps parce que, tu vois, j'avais besoin d'une mission d'examen de mes états financiers. J'ai une soumission à 10 000 $, j'en ai une autre à 5 000 $. Mais tu vois, c'est 5 000 $ qu'on vient économiser. C'est cher de l'heure là, que tu négocies. Ça fait une partie de ton char, dans le fond. C'est ça. C'est ça. Non? Ben, moi, je suis une fanatique de cash flow. Alors, je pense toujours 6 mois, 1 an plus long. Et juste pour respecter le thème aujourd'hui avec Jay, j'ai commencé ma carrière travaillant à Juste pour rire. Tu faisais du stand-up? Non, non. Est-ce que tu me trouves drôle? C'est Sugar Sammy. Une fois, c'était un gars. Des pantalons bruns, c'est fucking drôle, par exemple. C'est whisky, c'est pas brun. Non, ma première vraie job, c'était responsable de logistique pour le festival Juste pour rire. Et j'ai commencé, et une chose, je sais pour le festival, les budgets sont hyper tight. Et on doit accueillir plus que 5000 personnes, arranger les vols, les déplacements, tout ça avec des budgets. Alors, doit être vraiment créatif et il faut dépenser tout cet argent dans 4 mois. Alors, il faut vraiment prévisionner. Et c'est ça qui m'avait appris, OK, voici tous les petits trucs qu'on peut faire pour vraiment pas payer, pour réduire les coûts, pour trouver d'autres options. Même aujourd'hui, je regarde mon entreprise, oui, ce temps, je peux payer un graphiste, mais je suis sur Fiverr à chaque 5 minutes. C'est quoi Fiverr? Fiverr, c'est un truc en ligne où tu peux trouver des graphistes, des gens pour faire des traducteurs, des gens qui peuvent faire des choses, des projets vraiment simples pour 5, 10, 15 $. Et c'est des gens qui sont à Pakistan, ils sont en Inde, ils sont à travers le monde. Alors, ils adorent ça. Il y a un bon versement de 10-15 $ pour un petit projet de jour. Et pour eux, ça représente un bon salaire. Et ils font des jobs corrects, mais j'adore ça. J'ai toujours trouvé des façons de ne pas dépenser parce que moi, je veux avoir du cash flow, je veux avoir de l'argent dans la banque parce qu'on ne sait jamais quand il y a une crise. Alors, pour moi, c'est pourquoi je dis parce que j'haïs dépenser. Et chaque fois que je dis, oh, tu vas payer pour ça, c'est non. Je vais trouver une autre façon. Dans la production, dans l'événement, et même avec mes clients, je veux trouver des façons pour couper des dépenses, pour offrir le même service pour moi, qui me coûte moins cher, parce que c'est plus d'argent dans ma poche et je peux investir, je peux être plus relax, je peux vivre une meilleure vie. C'est juste que les startups aujourd'hui, dans le domaine technologique, c'est une partie de winner takes all. Tu sais, le premier au marché, c'est lui qui ramasse. Mais moi, je suis tellement pas d'accord avec ça. Mais non, je suis pas d'accord. Check ce que je veux dire, parce que... Moi, là, je suis pas d'accord. Mais non, c'est que tu fais tellement des marges élevées. Tu sais, Facebook va faire du marge net de 80% et plus. Fait que quand tu réinvestis des profits de même dans une compagnie, tu crées une distance par rapport à ta compétition qui est juste jamais rattrapable. Puis c'est ça, la techno, c'est que c'est des marges nettes vraiment fucking... vraiment élevées. Tu sais, en même temps, regarde, tu prends Google, là, c'est pas le first to market, là. Je veux dire, il y en a plein qui ont passé, ils sont arrivés avec une offre différente, c'est là, ils l'ont manqué. Puis il y a beaucoup d'investisseurs qui disent ça. Au début, là, on parlait de first to market, blablabla. Là, il y en a qui disent, regarde, il y en a qui vont y aller, ils vont se planter, passe à côté, tu piles dessus, puis c'est toi qui le fais. J'ai pas dit first to market, j'ai dit winner takes all. OK. Ben oui, mais les winners arrivent à chaque jour. Et c'est exactement ça. Moi, je préfère une startup qui investit leur temps, développer leurs produits, fait ça très lean, trouver une façon de trouver toutes les solutions, trouver une façon de trouver des solutions pas chères parce que c'est des gens de pratique qui vont les aider plus tard. Et d'attendre de voir tous les erreurs que leurs compétiteurs font, d'attendre pour voir de vraiment savoir c'est quoi les meilleures pratiques. Ben, ça prend du temps. Alors, de courir vers le marché, tout ça, hurry up and fail, j'haïs cette expression. Ouais, mais c'est comme, jamais tu me fais penser à la compagnie, tu connais Apache? Non. Ah, c'est ça. Make my point. Non! Parce qu'ils ont pris leur temps, puis que personne ne les connaît. Ouais, mais tu sais, à l'inverse, là, OK? Tu prends Shopify, tu prends Lightspeed, qui sont des grosses business au Canada. Ça a pris du temps, là. Ça a pris du temps avant que ça lève Lightspeed, Shopify, c'est des dizaines d'années, là. Puis avant qu'ils aillent chercher du financement. Fait que, tu sais, je sais pas.
Chez Lightspeed, c'est 2005, je pense. Lightspeed, quand ça même pise. Je pense qu'ils n'ont 12 pas ans. pris de financement avant 6-7 ans là, d'activité. Là. Non, mais ils ont pivoté combien de fois aussi? Ben oui, mais en même temps, je pense qu'ils s'approchent d'une valorisation pas loin du milliard. Fait que, tu sais, si ça te prend un pivot en 2-3 ans, ben, ça vaut peut-être la peine. Puis mettons qu'il avait fait le pivot en 1 an parce qu'il avait été assez vite. Mais des fois, c'est pas parce que tu vas plus vite que tu fais les choses mieux. Peut-être que moi, ça a pris 1 an avant de faire mon pivot. Okay? C'est sûr qu'avec le recul, je me dis, bon, ça aurait été nice que je le fasse en 1 mois. Mais dans cette année-là, on a tellement appris que quand on a fait le pivot, il a été fait parfait à 100 %. J'aurais pu pivoter 6 mois avant, puis il aurait été fait à 50 %. Mais il y a une quote qui dit quand tu lances un produit parfait, c'est que tu l'as lancé trop tard. Et moi, je l'aime beaucoup. Je veux parler d'employés. Excuse-moi, Noah, vas-y. Non, ça va. Parlez de tes employés. Moi, j'en ai pas. Ça, c'est-tu... Étienne, tu m'as déjà confié il y a quelques semaines que, bon, toi, tu gagnes juste 100 000 par année. Moi, God, I wish! Mais que les investissements dans tes employés, c'était super important. Ouais. C'est une bonne dépense, ça? Ah ouais. Ça, ouais. Il faut payer plus cher pour avoir les meilleurs, c'est vrai? Ben, je te fais le calcul mathématique parce que, mettons que tu donnes, on va dire 20 000 de plus à un employé pour qu'il donne son 150 tu vois, donc, ça ne te coûte pas un salaire complet. Puis les gens pensent qu'un employé qui gagne 50 000, mettons, il va te coûter 50 000. C'est faux! Il te coûte des déductions à la source de plus, il te coûte un ordi, il te coûte un bureau. Fait que c'est en général 32 % de plus que le dollar. Fait que $1, ça te coûte $1,32. Fait que moi, j'aime bien mieux donner beaucoup plus à mon employé, mais dire, t'es mieux de répondre au téléphone le soir, les fins de semaine, puis t'es mieux d'en donner 130, 140, 150 % parce que comme ça, chacun est optimisé, puis j'ai pas besoin de trop embaucher. Ben là, c'est la seule place où je suis pas cheap. Like, moi, pour attirer le meilleur talent, je suis prêt à payer. Et like, moi, j'ai pas des grands budgets pour payer des revenus, mais vraiment pour la personne que je viens d'embaucher, je lui donnais le max possible parce que je savais qu'elle avait du talent, je savais que il y a très peu de temps pour le onboarding, pour vraiment comprendre. Elle est prête à aller. Mais ma première employée, c'est quelqu'un qui me connaissait et on travaille ensemble, c'était parfait. Alors, je suis prêt à payer au max pour ces gens. Parce qu'avec ça, ça me donne la liberté d'aller chercher d'autres contrats et j'ai des confiances en les gens. Parce que tes employés, c'est ton produit aussi pour Arch. C'est ça, exactement. Il me représente et il doit livrer un service. Alors, d'avoir cette confort que quelqu'un me représente Arch et travaille bien avec mes clients, ben ça vaut 3 nouveaux contrats. Oui, mais tu sais, moi, la nuance que je ferais avec ça, c'est qu'on parle beaucoup d'argent, mais tu sais, il y a plein d'articles sur les milléniaux de ce temps-ci, là, ça fait comme la... Puis les milléniaux, il faut comprendre que c'est pas juste... C'est pas juste l'argent. Faut être plus créatif que ça. Moi, je l'ai vécu avec un employé. J'ai proposé un meilleur salaire. Puis finalement, il préférait prendre une année sabbatique pour aller comme vivre sa vie. Fait que, tu sais, des fois, il faut aller au-delà de l'argent. Je pense qu'on leur donne... Il y a des gens que ça va être super important, l'argent. Ils vont vouloir un meilleur salaire, etc. Il y en a d'autres qui vont dire, gars, je veux rester à même salaire, mais je veux être une journée chez nous pour m'occuper de mes enfants. Mais fait que ça aussi, ça a une valeur, tu sais. T'évites de rendre un employé malheureux avec l'argent. Fait que, tu sais, tu le rends pas heureux avec l'argent. T'évites de le rendre malheureux. Faut que tu le payes de façon décente. Là, exact, marché, mais tu vas le rendre heureux avec des activités, du team building, avec de la liberté, de la flexibilité, avec l'attitude, la conciliation de la famille. Mais tu sais, moi, il y avait un point qui... Sur l'art d'être cheap, c'est que je suis pas cheap dans ma business. Puis c'est vrai que c'est un problème parce qu'on brûle, puis on brûle probablement un petit peu plus parce que je veux qu'on aille plus vite. Puis, tu sais, move fast, break things. Mais ce qui me fascine depuis que je suis entrepreneur, c'est que, par exemple, dans le dernier mois, j'ai fait pour plus de 55 000 $ de chèques qui sont sortis. Puis ça, c'est juste une fois quand j'en ai fait dans le mois. Puis là, j'arrive à l'épicerie, puis je regarde du prosciutto à 8 $. Je suis comme, ouais, c'est un peu cher. Je suis comme... Fait que la dichotomie qui s'installe dans la tête d'un entrepreneur, où est-ce que tu dis, bien, il y a 55 000 $ qui sont sortis de mon compte de banque en un mois, mais personnellement, c'est pas en tout dans les mêmes ranges. Ouais, tu deviens cheap dans ta vie personnelle. Mais je conduis une Jetta TDI, puis tu sais... J'ai pas, mon père m'a toujours dit, puis là, je reviens à mon père encore, j'ai l'air de Bocard Diouf, là. Mais... tu ressembles pas physiquement, mais bon. Il m'a dit, t'as-tu envie d'avoir l'air riche ou t'as envie d'être riche? Puis moi, j'ai envie d'être riche, j'ai pas envie d'avoir l'air riche. Donc, c'est sûr que je vais couper sur ce qui est pas important. Puis ça revient à ce que j'ai dit, t'es-tu focus? Marie? Ben moi, nous autres, on était, tu sais, une start-up, quand ça commence à des problèmes de cash flow, là, tout le monde a des problèmes de cash flow, puis on est tellement aidé dans des situations où t'es pas sûr d'être capable de faire la paye. Moi, je l'ai toujours fait de ma paye, je suis vraiment contente. Mais tu sais, t'es pas sûr que le chèque va passer, il va peut-être être NSF, blablabla. Là, on a de l'argent, on a full d'argent dans le compte de banque, mais on dirait que je suis encore stressée. Là, il faut que je m'achète des souliers parce que mon chien l'a mangé. Puis, je m'en achète même pas. On dirait que je suis comme, oh, c'est pas sûr, c'est pertinent. Fait que je suis encore dans, je suis un peu traumatisée. C'est quoi les bons coups d'être cheap, en fait? Sur quoi il faut économiser dans les startups?
Ben, moi, tu sais, on parlait des employés. Là. Moi, je le disais, je suis bien rough en négociation, bien tough. Puis je vais aller en gratter, je suis bien fatigante. Mais le plus que je peux aller chercher de ça, c'est pas pour me mettre dans les poches, là, puis justement m'acheter des souliers. Ça va être pour redonner à mes employés puis redonner à mes clients. Fait que moi, on dirait que ça me dérange moins dans ce temps-là d'être plus tough en négociation quand je sais ce que ça va donner comme résultat. T'sais, si je peux donner, je sais pas, qu'on part en voyage avec mes employés, ben, je suis contente d'avoir négocié mon cabinet comptable un petit peu moins cher. T'sais. Non? Moi, je trouve que le grand erreur que j'ai vu bien d'entrepreneurs faire, c'est d'investir dans les meubles et de faire beau le bureau et de vraiment faire le show que oui, je suis riche, j'ai tout ça, donner l'image du succès. Ça, c'est une erreur. Achète une table IKEA, trouve ça sur le trottoir, amène ça dans le bureau, faites qu'est-ce qu'il faut. Parce que ça vous donne rien. Je vous garantis d'avoir des meilleurs meubles, ça ne vous donne rien. Ben, hormis pour les puces de lit, là, des fois. Ouais, c'est ça. Ça peut. Juste ça, mais... Ben, moi, il y a une catégorie, puis on est là-dedans dans le budget, c'est les frais de vente et admin. Où est-ce que ça, c'est le moins possible. Tu investis pour ton produit. Tu veux avoir quelque chose à offrir sur lequel tu es fier. Mais après ça, tout le management, toute la gestion d'une business, tu veux être lean. Fait que à chaque sou qu'ils dépensent, que ce soit pour des frais de déplacement, de l'Internet, des intercos, non, moins possible parce que ce qui parle, c'est la marge brute, la marge nette. Si tu es capable de dégager du bénéfice dans une business, c'est là. Puis souvent, on a trop le réflexe de dire d'être des machines à subvention, les startups. Il faut arrêter ça. Il faut que tu aies une business tout seul qui marche. Fait qu'il faut être cheap pour le produit. Là où ça compte, dans le fond. C'est très vague, là. C'est très inspirationnel. Il faut donner son 110 Là où ça compte. Il faut s'acheter une Porsche là où ça compte. OK, fine. C'est déjà terminé pour cet épisode des Dérangeants en mode occupation double. D'abord, un très grand merci à Jay du Temple pour sa visite à l'émission, à nos dérangeants cette semaine, Marie-Philippe Simard de Chic Marie, Étienne Crevier de Biogénique et Noah Redler d'Archinnovation. Un grand merci aussi à l'idéateur Hugues Chandonnet, au Mouvement des Jardins et à l'Université Concordia pour leur support. Bien sûr, on nous suit dans Journal Les Affaires sur la page Facebook des Dérangeants et de Les Affaires. Venez commenter, réagir, on aime ça vous lire. C'était Mathieu Charret, journaliste à Les Affaires. On se retrouve la semaine prochaine. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants.